À tous, donc Thibaut Deschamps d'Arvalis et je m'occupe notamment de gestion durable des sols chez Arvalis. Et puis je te laisse te présenter, Thibaut. Thibaut Desplanches, mon travail, c'est essentiellement de transformer du chiffre en un conseil personnalisé pour les agriculteurs, les techniciens et autres conseillers. Donc, on est pile dans le thème de la journée avec comment on transfère finalement de la donnée chiffrée à quelque chose d'utilisable et compréhensible. Alors oui, vous l'aurez compris, vous avez deux Thibaut pour le prix d'un, donc Thibaut D et Thibaut T. On espère que vous ne ferez pas de confusion. Et en tout cas, voilà, vous avez donc deux personnes complémentaires. Diapo suivante. Donc avec Thibaut, nous allons traiter de la... Alors oui, le sujet est passé, mais peu importe. Donc de la question des indicateurs alors, biologiques. Ce terme peut être aussi débattu, en tout cas des indicateurs complémentaires à la teneur en matière organique ou teneur en carbone, comme on l'a vu. Pourquoi? On verra. La teneur en MO, c'est un indicateur essentiel, mais un indicateur qui n'est pas suffisant lorsqu'on veut réaliser du conseil d'amélioration notamment de la fertilité des sols. Et on verra donc dans le contexte que notamment les agriculteurs sollicitent des laboratoires de routine comme le Célestat Lab pour améliorer leurs pratiques. Et la teneur en MO peut mettre des années avant de varier ou avant d'indiquer un changement de pratique, alors que d'autres indicateurs plus rapides qu'on vous présentera avec Thibaut peuvent détecter et avérer des changements de pratique et donc identifier des améliorations potentielles. Alors, ces indicateurs, on le verra, ils sont complémentaires à la teneur en MO et on verra que la MO reste bien essentielle, comme j'ai dit. Alors, vous voyez donc sur cette première diapositive quelques indicateurs qui ont été évalués dans le CASDAR Microbiotaire, donc qui est un projet qui allie plusieurs partenaires, dont Auréa, l'INRAE, Terrenovia, Unilasa, l'ITAB et la Chambre d'agriculture d'Alsace et de Bretagne. Et donc, dans ce projet, nous avons tenté d'évaluer des indicateurs, des bioindicateurs complémentaires à la teneur en MO, pour améliorer les pratiques de gestion des sols. Et vous avez sur cette première diapositive donc un résultat qui présente le CV moyen de plusieurs indicateurs et qui permet de voir la précision lorsqu'on réalise la mesure sur une même modalité répétée 3 fois dans un essai. On peut voir ici le CV donc, qui traduit la précision compte tenu de la variabilité spatiale de ces indicateurs ici donc sur 18 essais, sur des essais qui ont environ, selon les essais, 3 répétitions. On peut voir que le CV moyen est inférieur donc à 15% sur la plupart de ces indicateurs. Donc vous retrouvez celui que vous connaissez le mieux, qui est le carbone organique, tout à gauche en orange, et on retrouve l'azote total en milieu de tableau, donc avec un CV, vous voyez, là encore inférieur à 10%. En jaune, vous retrouvez les fractions granulométriques de la matière organique, donc concernant le carbone à gauche, et en vert, concernant les fractions azote à droite. Et vous voyez que là encore, on est un petit peu plus élevé, voire équivalent à ce qu'on peut avoir avec le carbone organique ou l'azote total concernant la précision. Et au milieu, vous retrouvez le carbone oxydé au permanganate de potassium, qui est un autre indicateur qu'on traitera un petit peu aujourd'hui, qui lui aussi présente donc une précision satisfaisante. Diapo suivante. Vous allez donc voir d'autres indicateurs biologiques, des indicateurs d'abondance, notamment à gauche avec l'ADN total ou la biomasse microbienne, des indicateurs d'activité, des activités enzymatiques en jaune, et puis donc des potentiels à droite de minéralisation du carbone et de l'azote. Et là encore, on voit que la précision, si on regarde le CV, le coefficient de variation, dans ces mêmes essais, sur ces donc 18 essais, eh bien, on voit que le CV est alors en dessous des 25%. On a mis la barre un petit peu plus haute pour ces indicateurs biologiques, mais il est aussi proche de 10%, et donc ça nous paraît assez satisfaisant. Donc, pour vous présenter qu'il y a des indicateurs, il existe des indicateurs complémentaires à la teneur en matière organique et qui présentent donc potentiellement une précision satisfaisante pour aller un peu plus loin. Donc, si on va à la diapo suivante, vous allez voir que ces indicateurs, s'ils sont précis, il faut aussi qu'ils permettent de mettre en avant des changements de pratique ou qu'ils traduisent des pratiques différentes donc, au sein des systèmes de culture. Et donc, dans ces mêmes essais, nous avons souhaité donc voir si ces indicateurs pouvaient discriminer des pratiques différentes. Donc, en comparant, par exemple, un témoin
fertilisé avec de l'engrais minéral, et en face une modalité avec des effluents d'élevage, donc des pros, ou sol nu comparé à sol couvert à l'interculture, etc. Donc c'est mes colonnes, hein, que vous retrouvez dans ce tableau-là. Et vous retrouvez donc au niveau des indicateurs carbone, tout en haut en jaune, la mesure de carbone organique qui fait référence. Et on voit que dans ces essais, elle ne permettait par exemple pas de discriminer la présence ou non de couverts à l'interculture. Alors que pour les pros, vous voyez, la couleur est vert foncé, c'était un indicateur discriminant. Donc on retrouve les trois fractions, quatre fractions pardon, carbone au niveau du fractionnement granulométrique de l'AMO, et on retrouve également le carbone oxydé au permanganate de potassium qui nous semble intéressant. Donc en suivant, vous allez voir la même chose concernant l'azote. Hein, donc on va retrouver qu'en termes d'indicateurs discriminants, le fractionnement granulométrique, alors l'animation n'est pas apparue de mon côté, j'espère que vous l'avez. Hein, le fractionnement granulométrique, voilà, les fractions azote sont également discriminantes, hein, et un petit peu plus que l'azote total, notamment pour certaines pratiques. Et si on va jusqu'au bout de ce tableau, si vous pouvez l'afficher complètement, hein, vous verrez que donc au niveau des activités enzymatiques ou de certains autres indicateurs, on a donc une capacité à discriminer des pratiques et donc avoir des changements de pratiques un peu plus tôt ou de façon un peu plus fine que ne le mettrait en avant l'azote total ou le carbone organique. Alors l'animation n'est pas parue, mais on va aller diapo suivante si c'est possible. Voilà, merci. Donc ces indicateurs arrivent à mettre en avant des pratiques différentes. Donc c'est un deuxième élément. On a vu que certains sont assez précis, qu'ils permettent de discriminer des pratiques, mais il faut aller un peu plus loin et notamment voir comment les interpréter. Je te laisse la main, Thibaut. Alors c'était la précédente. Voilà, merci. Donc, ce tableau, effectivement, enfin ce graphique, présente un travail qui a été conduit il y a presque 10 ans maintenant à Célestat Lab, sur la base d'une base de données qui est relativement conséquente pour ce qui se pratique, on va dire, au niveau français. On a un peu plus de 60 000 échantillons en base de données sur les indicateurs biologiques. Et pour faire suite à la présentation de Thibaut qui présentait des indicateurs qui étaient pertinents et répétables et relativement fins pour évaluer des différentes qualités organiques du sol, je voulais rappeler ici l'importance d'avoir un référentiel solide et vous présenter un petit peu la méthode selon laquelle notre référentiel a été constitué. C'est un travail que j'avais conduit il y a quelques années maintenant, et je représentais sur cet ACP, alors c'est une présentation un petit peu simplifiée pour que ce soit le plus compréhensible possible, différents indicateurs, notamment le carbone libre, le carbone lié, hein, le fameux fractionnement des matières organiques, la biomasse microbienne par fumigation-extraction, le carbone et l'azote minéralisable, et puis la FDA qui est une analyse enzymatique. Je les ai séparés en deux composantes. Une composante, on va dire, stockage et disponibilité, c'est la thématique, on va dire, 4 pour 1000 quelque part. C'est-à-dire stockage en bas, où il faut stocker du carbone à tout prix, et la composante disponibilité, qui a bien été présentée par Claire Chenu au début de la matinée, c'est-à-dire la fertilité à court terme, quelque part. Ça me semble toujours important de rappeler ces deux composantes essentielles. On a d'un côté la fertilité à court terme, et de l'autre, finalement, l'objectif climat. Et puis, on a sur l'axe des abscisses, une biologie que je qualifierais d'active et puis une biologie endormie sur la droite. Diapo suivante. J'ai représenté ici les nuages de données. Voilà. Les nuages de données, c'est-à-dire, en gros, l'intégralité, il y a pratiquement 10 ans de notre base de données concernant les types de cultures. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que les types de cultures sont plus déterminants que n'importe laquelle des autres variables pour établir un référentiel prédominant par rapport à la géographie, prédominant par rapport au climat. Donc ça, je l'ai fait par analyse de variance, tout simplement. C'était le critère qui favorisait la plus grosse variance, c'est-à-dire la meilleure dispersion des échantillons. Et donc la grande culture, la viticulture, l'arboriculture sont représentés ici. Et c'est ces facteurs-là qui permettaient d'avoir la plus grosse variabilité. Donc évidemment, ce sont des multifacteurs. Hein. Les sols de viticulture s'établissent évidemment sur des sols plus superficiels, plus caillouteux, avec une type de météorologie qui est bien dépendante de systèmes de culture. Mais voilà, c'est en tout cas le facteur numéro 1 pour l'établissement d'un référentiel qui soit propre et qui soit, on va dire, le plus discriminant possible. Donc avant la texture, le type de culture semblait prédominant dans l'établissement d'un référentiel. Slide suivante.
encore un coup. Voilà. Donc ça, ce sont des graphiques qui ont été présentés il y a maintenant 5 ans ou 6 ans en Comifère. Vous pourrez retrouver la référence en tapant poster Comifère Célestat Lab, qui vous présente, et ça fait très bien le lien avec la présentation de Pascal Boivin juste avant, qui présente le lien entre texture et ici matière organique liée. Donc les matières organiques liées qui sont les matières organiques les plus fines dans le sol, celles qui ont un temps de résidence le plus long, pour reprendre un peu la définition et l'hommage à Jérôme Balédan de Claire Chenu tout à l'heure. On voit ici les textures les plus grossières, c'est-à-dire les textures les plus sableuses sur la droite, et puis les textures les plus fines, c'est-à-dire les plus argileuses. J'ai fait des conglomérats de textures, hein, évidemment, pour que ce soit le plus lisible possible. Et on voit très bien que plus les textures sont fines, et plus la matière organique liée, dans un autre monde appelé humus, on a dit qu'on arrêtait d'en parler, du coup, maintenant, si j'ai bien compris, ça me va bien. Les textures les plus fines permettent un stockage plus abondant des matières organiques liées. Donc ça a été fait sur 1400 terres, hein, qui sont des terres relativement récentes reçues au laboratoire, il y a 5 ans quand l'analyse a été faite. Et à l'inverse, on voit que certains paramètres organiques ou biologiques, hein, on peut les appeler comme on veut, sont très peu dépendants. Donc, slide suivante. C'est le cas de la matière organique libre, qui est présentée ici. On voit qu'il n'y a pas de corrélation entre la texture et ce type de matière organique. Autrement dit, les textures grossières ont une capacité d'acceptation, de stockage, de stabilisation de la matière organique libre qui est tout à fait indépendante de leur texture, qui est tout à fait comparable à celle des textures les plus fines, typiquement les sols argileux. Donc il s'agit bien ici de remettre en contexte les indicateurs pertinents qui ont été décrits par Thibaut dans un référentiel qui est propre, premièrement par type de culture et deuxièmement par texture, puisque la texture influence certains caractères et d'autres moins. Slide suivante. Je vous présente ici une petite slide assez récente. J'ai construit cette slide sur nos 900 derniers diagnostics personnalisés. Donc on fait 3 analyses en laboratoire, le fractionnement des matières organiques, la biomasse microbienne et le carbone et l'azote minéralisable, en routine tout du moins. J'ai construit ce graphique sur nos 900 derniers diagnostics, c'est-à-dire à peu près l'année passée. Et j'ai ici représenté, pour une matière organique normale, comment se dispersait le positionnement de la biomasse microbienne. Donc, on la sépare en 7 classes, de très faible à très fort. Ici, pour les simplifications, on va dire, de représentation, j'ai séparé en 5 classes, de très faible à très fort, encore une fois, en passant par faible, normal et fort. Donc, vous avez ici, sur 900 échantillons, à peu près 413 sols représentés qui disposaient d'une matière organique normale. Et vous avez donc représenté la biomasse microbienne. Sur la partie gauche du graphique, alors qu'on avait une matière organique normale, la biomasse microbienne était très faible à faible. Et sur la partie droite du graphique, alors que la matière organique était, encore une fois, normale, on avait une biomasse microbienne qui était forte ou très forte. Ça veut dire, en gros, que la matière organique ne suffit pas, on va accélérer un petit peu, pour déterminer, finalement, la biomasse microbienne. On sait depuis longtemps qu'il y a une corrélation entre matière organique et biomasse microbienne. Ce graphique montre, et la diapo suivante le confirme, que, suivante s'il vous plaît, voilà, que le pourcentage de chances de se tromper de diagnostic lorsqu'on s'intéresse uniquement à la matière organique est relativement fort. C'est ce qui vous est présenté ici. On a la matière organique de très faible à très forte. Le pourcentage de chances de se tromper sur le diagnostic de la biomasse microbienne en se basant uniquement sur la matière organique, il est en moyenne de 54%. Ça veut dire que les indicateurs biologiques, ils sont indispensables pour caractériser le fonctionnement biologique d'un sol, pour caractériser la dynamique organique, et qu'évidemment, même si la matière organique elle est nécessaire, et sa relation avec le taux d'argile est extrêmement importante, elle ne suffit pas pour avoir une vision complète de la dynamique des différents compartiments organiques du sol. Suivant. Donc, lorsqu'on voit, hein, il y a des indicateurs intéressants et nécessaires, comme Thibaut vient de le présenter. Et là, l'objectif, c'était de vous montrer que ces indicateurs, il faut aussi être capable de les relier à des fonctions du sol. Donc, on peut cliquer 2 fois, là, si vous voulez dérouler la diapo. Et dans le projet microbiotaire, on revient au projet microbiotaire, on a cherché à voir à quoi étaient reliés les indicateurs que nous avons évalués, en regardant notamment les 3 fonctions principales ou services, donc recyclage des nutriments, transformation du carbone et structure du sol. Et au sein de ces fonctions, on a regardé les processus ou les sous-fonctions que vous retrouvez dans la colonne de droite. Et les flèches représentent, à partir de la bibliographie, les relations qui existent
entre les indicateurs et ces fonctions. Et donc, on cherche à mieux comprendre ces fonctions pour pouvoir, en fonction des objectifs de l'agriculteur, réaliser un conseil adapté. Donc évidemment, avec les pratiques qui vont permettre de faire bouger les indicateurs et donc a fortiori les fonctions. Diapo suivante, donc j'ai pas le temps malheureusement de vous la présenter. Voilà, donc, et pour terminer, avant de laisser la conclusion à Thibaut, quand on a, alors revenez pardon sur la diapo d'avant, comment peut-on améliorer les pratiques? Et là, vous avez le résultat, donc une synthèse d'une méta-analyse qui est en cours de réalisation au sein du projet Microbiotaire. Et vous retrouvez par hiérarchie l'effet des leviers qui permettent de faire bouger en moyenne les 15 indicateurs qui étaient présents dans l'étude, avec évidemment les pros, de par les quantités de carbone et d'azote apportées les plus importantes, qui est le levier principal. Et puis on retrouve tout en bas de tableau le travail du sol, qui est le levier évidemment le plus faible pour faire évoluer donc les indicateurs et donc les fonctions. Mais cette info-là n'est pas suffisante, il faut aller un peu plus loin parce qu'au sein des pros, au sein de la rotation, etc., il y a différents leviers. Et Thibaut va vous présenter concrètement comment, au niveau de son laboratoire, il réalise un conseil avec l'exemple des pros. Ça permet de rebondir directement sur une question qui a été posée. Sur mon graphique avant, je parlais de matière organique normale, évidemment. Il s'agit d'un positionnement statistique. Il ne s'agit pas d'un jugement, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est normal et que c'est bon. On ne dit pas que c'est fort ou que c'est bon. On a évidemment toute une diagnostic qui doit être effectué pour arriver jusqu'au jugement, c'est-à-dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais le fait d'avoir une MO normale ne garantit pas effectivement que ce soit bien ou pas bien. Donc, sur ce graphique, diapo suivante, je représentais de manière très simplifiée, de manière schématique, c'est ce qu'indique bien la petite indication rouge, 4 analyses différentes. Le déficit en matière organique liée, le déficit en matière organique libre, en biomasse microbienne et en carbone minéralisable, selon un axe. Ce sont les 4, en gros, temps de résidence différents dans le sol. À droite, on a le temps de résidence le plus long et à gauche, le temps le plus court. Une petite indication horizontale de l'ISMO, l'indice de stabilité de la matière organique, et puis diapo suivante, les différents types de produits organiques qui sont adaptés finalement pour compenser les différents déficits dans les types de matière organique dont on a évalué un déficit effectif avec une analyse. Donc c'est une première suggestion de comment piloter la biologie du sol par les pratiques avec un focus sur les produits organiques. Évidemment, j'ai intégré les pailles et les couverts qui sont des produits organiques si on veut bien les considérer comme tels, et qui propose de compenser les déficits dans certains types de matières organiques et donc dans certaines fonctions, comme l'a évalué Thibaut, grâce à certaines pratiques. On sait par exemple très bien que le compost aura peu d'influence sur l'amélioration de la biomasse microbienne. Si dans le sol, ce qui manque, c'est de la nourriture, le compost n'apportera pas ce type de nourriture énergétique dont la biomasse microbienne a besoin pour se développer. Donc, à l'inverse, la matière organique liée, c'est-à-dire la matière organique dont le temps de résidence est le plus long dans le sol, il sera très difficile de la relever par des couverts. Les meilleurs exemples que l'on ait, c'est de l'ordre de 1% de matière organique en 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très long et parfois peu compatible avec l'impératif d'augmentation à très court terme que peuvent avoir les agriculteurs. En conclusion, et c'est la dernière slide, on pourra retenir de cette présentation que la teneur en matière organique, elle est nécessaire, puisqu'évidemment, elle va donner le contexte dans lequel vont s'organiser les différents êtres vivants du sol, par exemple, les racines aussi. On a vu qu'elle était nécessaire aussi pour évaluer la stabilité structurale, mais que cette matière organique, puisqu'elle recouvre des définitions très larges, on appelle matière organique un ver de terre, comme un fumier, comme un humus ou un acide fulvique, même si ça n'existe plus. Il faut évidemment avoir une caractérisation plus fine pour évaluer quels sont les déficits réels en tel ou tel autre type de matière organique. Donc c'est nécessaire, mais pas suffisant pour déceler un dysfonctionnisme. Deuxième point à retenir de cette présentation, slide suivante, les indicateurs de routine sont maintenant fiables. Le projet microbiotaire a permis d'amener un éclairage qui avait déjà été apporté par d'autres études auparavant, mais qui l'a confirmé, que ces indicateurs sont fiables, qu'ils existent, et qu'ils permettent d'actionner des bons leviers agronomiques, comme je viens de vous le présenter à l'instant. Et c'est concrètement ce que l'on fait au quotidien au laboratoire. Il faut bien retenir aussi que la matière organique, c'est évidemment pas quelque chose d'indispensable. On peut faire 150 tonnes hectares de tomates avec juste de l'eau et des nutriments, mais que dans le contexte dans lequel on est placé, avec le réchauffement climatique, avec l'impératif de limitation des intrants, il va falloir faire avec la compréhension fine des matières organiques du sol et notamment de leur dynamique.
Suivant. Donc voilà, on espère que vous aurez compris l'articulation entre voilà, un projet de recherche microbiotaire qui touche à sa fin et donc un laboratoire, donc le Stellesta notamment, qui utilise déjà certains indicateurs en routine, hein, et d'autres qui sont en cours donc, dans nos projets. Et donc, on voulait terminer avec Thibaut sur des perspectives, puisque ces bioindicateurs, certains voilà, vont être amenés à être développés, mais la question du référencement, elle est vraiment essentielle. Certains indicateurs nécessitent un transfert de compétences, et puis évidemment une homogénéisation sans doute des méthodes d'analyse. Donc, c'est des travaux qu'il faudra étendre collectivement. Voilà, c'était un message qu'on souhaitait faire passer. Merci pour votre attention, et on en a terminé. Merci à vous deux.